Oui, bonjour. Je vais commencer donc par vous parler des grandes orientations et des instances au niveau national, pour ensuite faire effectivement un petit focus sur la protection judiciaire de la jeunesse et terminer par la question qui nous préoccupe beaucoup actuellement, celle des mineurs non accompagnés. Donc, sur les grandes orientations, il est vrai, comme il a été rappelé ce matin par le président de l'UNIOPS, que la disparition de l'enfance et de la famille dans l'intitulé des ministères du gouvernement d'Édouard Philippe est un signe inquiétant pour les politiques publiques sociales. Lors du précédent mandat, les acteurs de l'éducation et de la protection de l'enfance avaient obtenu de haute lutte la création d'instances dédiées à ces politiques de l'enfance et avaient effectivement obtenu la création du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge et du Conseil national de la protection de l'enfance. Aujourd'hui, l'absence de ministère dédié au sein du nouvel exécutif laisse craindre un retour de l'enfance, de la famille et de la jeunesse dans l'angle mort des politiques publiques. Toutefois, Agnès Buzyn, qui est ministre des Solidarités et de la Santé, en charge de la famille et de l'enfance, dans son message vidéo en ouverture des Assises nationales de la protection de l'enfance en juillet dernier, se voulait rassurante en rappelant son intérêt pour la protection de l'enfance et en déclarant en préambule qu'elle est bien la ministre de la Famille et de l'Enfance. Anne Postic nous parlait tout à l'heure effectivement de la feuille de route pour le mandat. Sur les grandes orientations, elle souhaite mettre l'accent sur le soutien à la parentalité et la prévention. En ce qui concerne les instances nationales dédiées, elle précise que le Conseil national de la protection de l'enfance qu'elle préside exercera pleinement son rôle et elle souhaite également travailler à l'élaboration d'une stratégie interministérielle pour la protection de l'enfance, de l'adolescence et de la jeunesse en lien avec d'autres membres du gouvernement. Et enfin, elle a aussi fait part de sa volonté de s'appuyer sur le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge pour décloisonner. Notons que l'UNIOPS est membre de ces instances et participe activement aux différents groupes de travail. Pour plus d'informations, je vous invite à lire le document conjoncturel qui décline l'ensemble des groupes de travail qui ont été mis en place dans ces instances. Ensuite, Agnès Buzyn souhaite poursuivre la mise en œuvre du premier plan de lutte contre les violences faites aux enfants, qui est sorti l'an passé, et s'inscrit pleinement dans la démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l'enfant. Enfin, elle précise son souhait de développer l'évaluation du dispositif qu'elle considère encore aujourd'hui trop faible. En effet, on voit bien que les remontées d'informations des départements vers le national peinent à se mettre en place, et ce malgré les obligations qui émanent de la loi de mars 2016. Pour conclure sur ce point, nous attendons de la ministre qu'elle tienne ses engagements, notamment en ce qui concerne le développement de la prévention. En effet, depuis quelques années, la tendance est à la baisse des dotations pour le secteur de la prévention spécialisée, allant même jusqu'à la fermeture de certains services, alors que nous sommes tous ici convaincus de l'impérieuse nécessité d'investir sur la prévention. Sur la protection judiciaire de la jeunesse maintenant, Emmanuel Macron, dans son programme présidentiel, s'engageait pour une justice plus efficace dans la prise en charge des mineurs, ce qui était de bon augure. Et la principale proposition consistait alors à doubler le nombre de centres éducatifs fermés, ce qui a été confirmé récemment lors d'une réunion où il était question de l'ouverture de 20 centres éducatifs fermés sur la mandature, dont 15 pour le SAH, secteur associatif habilité, Ces orientations laissent craindre un renversement de tendance, bien que la nouvelle directrice de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, Madeleine Mathieu, affirme maintenir les grandes lignes de sa prédécesseur Catherine Sultan, c'est-à-dire agir pour une meilleure individualisation des réponses, pour la continuité des parcours et pour une présence affirmée en protection de l'enfance. Elle souhaite également poursuivre les chantiers entrepris pour un rapprochement du secteur public et du secteur associatif, au travers notamment des déclinaisons territoriales de la charte d'engagement réciproque entre la PJJ et les fédérations nationales représentatives du secteur associatif habilité, à savoir la CNAP, la FN3S, Citoyens et Justice et l'UNIOPS, qui a été signée en 2015. Je vous rappelle que nous avons été une des premières régions à signer la déclinaison territoriale de cette charte et que depuis cette signature, différentes actions de formation et des colloques ont été co-construits et réalisés en partenariat. J'en profite d'ailleurs pour remercier la présence de Laurence Lanata aujourd'hui, qui représente la DIR PJJ Sud-Est. Et
cette présence démontre bien la volonté forte dans notre région de renouer un dialogue de qualité entre le secteur public et le secteur associatif habilité. Toutefois, dans le contexte budgétaire extrêmement contraint dans lequel se trouve actuellement le secteur associatif, cette démarche ne suffit pas encore à assurer durablement la coopération entre les secteurs, et ce d'autant plus que la situation du secteur associatif conjoint, c'est-à-dire ceux qui ont le double financement ASE et PJJ, risque d'être un peu plus fragilisée par le décret du 20 juillet 2017 qui prévoit des annulations de crédits et impacte en partie la réserve de précaution du programme 182, qui est le budget de la PJJ, avec, entre autres choses, une annulation de crédits de paiement à hauteur de 16,8 millions d'euros. Alors sur cette question, le réseau souhaite que toutes les mesures soient prises pour sauvegarder la sécurité financière des associations concernées. Et au niveau national, l'UNIOPS et les fédérations représentatives du secteur associatif habilité envisagent d'adresser un courrier en ce sens au garde des Sceaux. Pour ce qui nous concerne, je crois que Madame Lanata a de bonnes nouvelles à nous annoncer. Voilà, et sachez qu'au niveau régional, l'interfédérale justice rencontre régulièrement la DIRPJJ et que notre prochaine réunion aura lieu le 20 octobre. Parmi les différentes actualités du secteur enfance-famille, la problématique des mineurs non accompagnés est depuis quelque temps une des plus préoccupantes. Au niveau national, nous assistons actuellement à une véritable guerre des chiffres entre l'État et les départements. De mon côté, lorsque je vais présenter quelques chiffres, je vous présenterai uniquement ceux qui sont issus du rapport annuel d'activité pour 2016 de la mission mineurs non accompagnés, ainsi que les projections pour la fin de l'année. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé depuis le démantèlement de la jungle de Calais, avec la mise en place en urgence des CAOMI, c'était les centres d'accueil et d'orientation pour les mineurs. Le cahier des charges qui ne répondait pas du tout aux standards de la protection de l'enfance, les fermetures de ces CAOMI qui ont été parfois brutales, avec des enfants dans les hôtels, voire même parfois à la rue, et les différentes condamnations des départements, à qui le Conseil d'État a rappelé dans son arrêt du 25 août 2017 qu'ils ne peuvent s'affranchir de leur devoir de mise à l'abri au motif qu'ils n'en ont pas les moyens. Car au-delà des chiffres, il est absolument nécessaire de faire le bilan de ce qui s'est passé l'an dernier et d'en tirer les conséquences afin que la situation des mineurs non accompagnés, ou pas d'ailleurs, puisse s'améliorer véritablement. À ce jour, l'ensemble des rapports, des avis, que ce soit du Défenseur des droits, de la mission des mineurs non accompagnés ou plus récemment encore du Sénat, évoquent les principales problématiques rencontrées lors des différentes phases d'accueil des mineurs non accompagnés et un grand nombre de propositions d'amélioration du dispositif convergent. Donc, parmi elles, certaines propositions du rapport du Sénat ont été reprises par l'Assemblée des départements de France, qui a demandé en juillet dernier la prise en charge complète de l'accueil et du financement des mineurs non accompagnés par l'État, et ce, éventuellement, dans le cadre du futur pacte entre l'État et les collectivités. Alors, le 5 septembre, lors de son discours de rentrée devant les préfets, le président de la République a annoncé que des propositions seront faites d'ici la fin de l'année pour revoir complètement la question de l'accueil et de l'accompagnement des mineurs. Et le 15 septembre, effectivement, un plan d'action a été présenté par la garde des Sceaux et la ministre des Solidarités et de la Santé. Ce plan comprend des avancées très concrètes pour les départements. Elles ont annoncé effectivement un abondement budgétaire de 6,5 millions d'euros en 2017 pour le remboursement par l'État aux départements de la période d'évaluation. Toutefois, les dernières annonces gouvernementales ne semblent pas suffisantes pour l'Assemblée des départements de France, qui vient de demander dans un communiqué de presse du 18 septembre l'ouverture immédiate de négociations précises avec le gouvernement. Le réseau UNIOPS-URIOPS reste très vigilant et souhaite que des dispositions soient prises afin que tous les enfants, étrangers ou non, puissent être pris en charge dans le cadre légal de la protection de l'enfance. Il est indispensable que l'État, effectivement, prenne la part de ses responsabilités, notamment en termes financiers. Et à ce propos, nous soutenons la nécessité de mobiliser plus de moyens dans l'évaluation, mais aussi et surtout dans l'accompagnement. À défaut, nous risquons d'aller vers une dégradation de la prise en charge des mineurs non accompagnés. En effet, courant 2016, plusieurs appels à projets de création de places
pour mineurs non accompagnés ont fait état de prix excessivement bas. Et depuis plusieurs mois, la situation est telle que certains départements, comme la Loire-Atlantique par exemple, mettent en place des solutions ad hoc provisoires, telles que les familles bénévoles. Et tout ça à défaut de place dans les structures de protection de l'enfance. Alors maintenant, si on regarde un petit peu les chiffres, on verra que, loin de tout justifier, ils peuvent quand même apporter un éclairage sur les difficultés rencontrées. Pour commencer, il est intéressant de noter que pour 2016, le Fonds national de financement de protection de l'enfance a abondé le dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des mineurs non accompagnés à hauteur de 16 493 000 €, ce qui n'est pas négligeable. Cependant, pour vous donner une idée, au 31 décembre 2016, le flux de mineurs non accompagnés était d'un peu plus de 8 000. Au 11 septembre 2017, le flux est déjà de 8 894, ce qui entraîne une projection pour la fin de l'année à 13 000. Il est donc vrai que lorsqu'on regarde les chiffres, le flux de MNA ne cesse d'augmenter et il y a avec une nette accélération sur cette année. Le dispositif de protection de l'enfance étant déjà complètement saturé, cette forte augmentation du flux, ajoutée à des changements importants tels que l'arrivée d'enfants de plus en plus jeunes et avec un état de santé de plus en plus dégradé, a un impact important. Si l'on s'intéresse maintenant au système de répartition nationale, on constate une réelle disparité entre les différents départements. Comme vous pouvez le constater donc sur cette diapo, rien que sur la région PACA, les départements sont très différemment impactés. On peut espérer que les réformes en cours permettent de faire évoluer ce système de répartition dans la mesure où il ne reflète que partiellement la réalité. En effet, la clé de répartition telle qu'elle est construite aujourd'hui, elle ne prend en compte que les mineurs qui passent effectivement par la case de l'évaluation. Alors, pour répondre à l'arrivée de ces jeunes, dans notre région, plusieurs départements ont lancé des appels à projets, comme dans le 05 et dans le 83. Dans le 83, d'ailleurs, la commission de sélection se réunira le 9 octobre prochain. Pour le département des Bouches-du-Rhône, un appel à projet était inscrit dans le calendrier prévisionnel, mais à ma connaissance, il n'a jamais été publié. Néanmoins, le dispositif d'évaluation et d'accueil dans le département, bien que toujours insuffisant, se développe en partenariat avec les associations spécialisées. Dans le 04, le département a fait le choix de procéder à des extensions provisoires de places pour les mineurs non accompagnés. Et enfin, dans le 06, seulement 30 places ont été créées à Carreau. Alors, sur les travaux de l'URIOPS, juste un mot pour vous dire que nous sommes très investis sur cette problématique et que nous avons entrepris avec M. Baratier, notre président, des rencontres avec plusieurs conseils départementaux afin d'aborder, entre autres, ces sujets et de mettre en place des rencontres régulières car nous souhaitons être de véritables partenaires des départements. Nous travaillons aussi avec des associations et les partenaires afin de trouver des solutions pour sortir de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Le réseau UNIOPS-URIOPS restera bien entendu très attentif à la protection des mineurs et au respect de leurs droits. Donc j'en profite pour vous annoncer que dans le cadre du travail partenarial entre l'URIOPS, la Fédération des acteurs de solidarité et le Défenseur des droits, un cycle de rencontres avec les représentants territoriaux des défenseurs des droits va être organisé afin de vous permettre de les rencontrer et de mieux appréhender leur mission. La première réunion du cycle portera plus particulièrement sur les droits de l'enfant et aura lieu à Aix-en-Provence début novembre. Voilà. Et puis je vous invite aussi à la prochaine commission régionale Enfance-Famille qui aura lieu à Aix le 10 octobre prochain et où j'aurai un petit peu plus le temps de développer tous ces sujets. Voilà, je vous remercie.